voir un maximum de joueurs avant de tirer des conclusions pour le prochain, pour la liste définitive des joueurs qui auront à la CAN. Après, pour la deuxième question, c'est... Répétez la deuxième question. Après la Tunisie, est-ce que vous êtes prêt à affronter d'autres mondialistes africains ou d'autres grosses cylindrées du continent? L'avenir nous le dira. C'est match après match. C'est justement jouer la Tunisie, c'est aussi se jauger, voir où on en est. Après 4-5 matchs, si on prend en considération le match du Qatar qui a donné certains enseignements. Donc les choses, elles se font parler avant, ça sert à rien. Il faut d'abord jouer les matchs, se mesurer. Ben voilà, par exemple, la Tunisie était une très bon test pour nous, voir où on en est par rapport à cette équipe qui vient de jouer le mondial. Et puis je répondrai peut-être un peu plus, ce sera un peu plus clair à ma tête après ce match de la Tunisie. On aura tous, je pense, des enseignements. On saura tous après ce match-là, plus ou moins là où on en est et ce qu'il faut encore travailler. Mehdi. Mehdi Dahak des Foot. Monsieur Belmadi, vous avez parlé des joueurs comme Brahimi que vous n'avez pas appelé parce que vous connaissez déjà. Je voudrais savoir par rapport à Bentaleb justement et par rapport au milieu de terrain où vous avez l'absence de Chita qui j'imagine vous pose problème. Vous avez appelé de nouveaux joueurs comme Victor Lekhel. L'absence de Bentaleb, est-ce que c'était prévu ou est-ce que vous le connaissez ou parce que ce qui n'est pas dans les plans d'ici la CAN? Prévu et après? Est-ce que son absence est prévue comme celle de Brahimi parce que vous le connaissez déjà ou parce qu'il n'est pas dans les plans pour la CAN? Trop de questions par rapport justement au milieu. Quelle est l'idée que vous avez par rapport au milieu? Est-ce que vous avez des idées pour refaire, pour voir d'autres joueurs? C'est vrai, comme vous l'avez dit, on connaît Nabil. Évidemment, il a déjà été, à part pour le Togo, il avait été de toutes les sélections, les 3 matchs d'avant. Puis tout ce qu'il a fait avant mon arrivée. Donc le joueur, évidemment, qu'on le connaît. Donc pour moi, il est important aussi, je vous ai dit, c'est juste le seul moment que l'on a de pouvoir voir un maximum de joueurs. Donc il rentre dans cette catégorie de joueurs que l'on connaît et dans lesquels on voudrait dans un secteur dans lequel on voudrait voir d'autres joueurs avant de prendre une décision avant la CAN. Kamal. Salam alaikum. Coach, une simple question. Est-ce que vous avez rencontré Houssam Aouar ou pas, coach? On va s'accorder, je vais vous accorder 10 minutes pour ce genre de, pour ce genre de questions. À la fin, dès qu'on aura terminé, on ne prendra pas ça sur les 45 minutes. On va parler de ce qui nous intéresse maintenant, à savoir les joueurs qui sont là, les 2 matchs qui sont là. Et après 45 minutes, on reviendra là-dessus. Salam alaikum, coach Moual Meroudi, Média TV. Coach, la non-convocation des 2 joueurs de Fenerbahçe, Yassine Benzia et Islam Slimani, est-ce que la non-convocation c'est par rapport à leur situation dans leur club ou bien une explication? Oui, ça a joué dans cette liste. Peut-être pas trop. Yassine Islam a joué assez souvent, même s'il n'a pas été aussi prolifique et aussi efficace qu'il l'a été dans le passé. Donc, mais il a quand même assez joué cette année. Donc à la limite, ça fait 2-3 semaines qu'il ne joue pas. C'est pas trop le problème. Le problème, c'est sa situation en club qui fait que peut-être dans les 2-3 mois à venir, il ne jouera pas aussi. Donc à la fin, ça ne sera pas 2 semaines ou 3 semaines sans jouer, ça sera peut-être 3 mois sans jouer, juste avant la CAN. Donc pour moi, je trouvais ça très important d'avoir un joueur qui peut être une doublure ou tout simplement en compétition avec Bardel. Et pour ça, je ne peux pas me permettre d'attendre encore tout ce temps, savoir si moi j'espère pour lui
que sa situation en club va changer, qu'il va pouvoir rejouer, qu'il va pouvoir marquer des buts. Donc le joueur, on le connaît, donc il n'y a pas de... j'ai pas besoin de le revoir encore une fois. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football algérien, donc le joueur, on le connaît par cœur. Donc maintenant, il faudrait voir d'autres joueurs. Il y a Oussama qui vient, il y a Naïdji qui vient, il y a voilà, un peu voir d'autres joueurs, savoir en temps voulu d'avoir gagné du temps. Et si la situation de Islam ne change pas, qui est un autre joueur qui a pu montrer ses qualités et prétendre à être dans cette liste des 23 pour la CAN. Ça, c'est pour le cas de Islam. Après, pour le cas de Yacine, bien sûr, qui rentre aussi dans c'est un peu le même cas de figure, même si lui n'a pas le passé de Islam en sélection, mais bon, c'est un joueur que moi j'apprécie. C'est un joueur qui a été au service de cette équipe-là le temps qu'on a pu travailler ensemble. Il a joué un poste qui n'était pas particulièrement son poste, et il a fait ce qu'il fallait. Donc moi, je suis très peiné pour ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs qui ont envie de porter ce maillot d'équipe nationale. Mais voilà, je leur avais dit après le match du Togo, directement après le match, avec la joie dans laquelle on était, l'euphorie dans laquelle on était, j'ai fait une réunion après le match et je leur ai dit qu'il y a un mercato qui arrivait et qu'il fallait prendre en considération vos situations en club et qu'il fallait faire ce qu'il fallait pour pouvoir prétendre à cette liste. Pour pouvoir aller à la CAN. La victoire au Togo n'était pas une garantie, et je l'aurais bien dit, n'était pas une garantie d'être là pour cette CAN. Le temps de jeu est important. Bilal. Bonjour coach, Mohamed Amin Faghar de la TV. Coach, concernant la convocation de Oussama Derfello, c'est un joueur qui revient de blessure. Alors que vous avez un joueur comme Belfodil qui fait de bonnes prestations en Allemagne. Des explications, coach? Bon, c'est la même explication depuis tout à l'heure, hein, mais bon, c'est différents joueurs, mais c'est toujours la même explication. J'ai besoin de voir d'autres joueurs. Oussama était là, était présent à un stage, on n'a pas pu le voir jouer. Ishaq, on le connaît, il a joué contre le Bénin, il a joué avant que j'arrive. Donc j'ai envie de voir d'autres joueurs. Oussama, je pense qu'il mérite... qu'il mérite d'avoir qu'on puisse le voir dans des conditions optimales, jouer ici en Algérie. Et puis il a fait une bonne saison, il fait pour une bonne première saison. On a vu des joueurs sortir du championnat algérien, avoir beaucoup plus de mal que lui dans un championnat hollandais qui n'est pas facile. Et jusqu'à sa blessure, il était très performant. Sa blessure, il a récupéré très très vite. Il était déjà disponible pour jouer ce match de ce week-end. Il était sur le banc de touche. Mais c'est un joueur qui mérite qu'on le voit. Bonjour coach. On a vu aussi des absences comme Zindi Farhat, Sofiane Anni qui n'ont pas eu la chance de travailler sur votre coupe, sachant qu'ils ont tout le temps reçu dans la liste élargie. Vous avez quand même une liste de 40 voire 50 joueurs sélectionnables. Est-ce que ces joueurs-là, on peut dire qu'ils ont perdu toutes leurs chances d'être présents en Égypte pour la CAN? Moi, je ne suis pas de nature à rayer comme ça des joueurs qui prétendent à jouer, qui sont assez performants. Zindine est un joueur maintenant majeur de la deuxième division française, un joueur très important pour son club. J'ai sélectionné un joueur de son équipe, donc moi, le fait qu'il joue en deuxième division, ce n'est pas un problème. Le problème pour Zindine, c'est qu'il joue à une position où la concurrence est rude. Donc à un moment donné, les choix, si je prends Zindine, je prends peut-être Adem. Après, on va me poser la question pourquoi on n'a pas pris Adem ou Nas. Donc si je ne prends pas Riyad, on va me dire pourquoi on ne prend pas Riyad. Donc ça sera toujours le même cercle. C'est normal que vous pouvez... Mais je ne peux pas prendre 3-4 joueurs au même poste. Voilà. À un moment donné, ça s'appelle justement une sélection. C'est une sélection, c'est ce que moi j'estime être les meilleurs qui sont là. Maintenant, tout est possible. La sélection, c'est comme ça. Il y a toujours des surprises, peut-être de dernière minute. Donc à lui de continuer à travailler. Je sais qu'il aime l'équipe nationale. Maintenant, il y a une sélection à faire. Après, pour le cas de Sofiane Hani, c'est encore différent. Il joue un poste qui est un petit peu une position entre guillemets bâtarde un petit peu.
Ce n'est pas un 9, ce n'est pas un 10, ce n'est pas pour moi pas un joueur de côté, c'est un 9,5. Donc après, il faut un système particulier pour jouer avec un joueur comme lui. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir une sélection? Donc je ne suis pas en club où j'ai un groupe de 23, 24 et je ne l'ai peut-être pas décidé. J'ai les joueurs que j'ai, je dois faire en fonction. Là, j'ai la possibilité de choisir et donc choisir les joueurs qui rentreront peut-être dans le système dans lequel moi j'ai envie de jouer. Donc peut-être c'est un petit peu une position qui est difficile un peu pour lui. Ensuite, moi par exemple, j'aurais voulu le voir aussi pour le match au Qatar. Non, c'était pas pour le match au Qatar, c'était pour le match au Togo. Bon, je tairai là la discussion qu'on a pu avoir à ce moment-là, mais il aurait pu faire preuve de plus d'implication ou de compréhension à ce moment-là, mais je ne suis pas le genre à en tenir rigueur. Je dis juste que voilà, il y a une sélection et c'est pas facile. Oui. Salam alaikum, c'est Mzian Edzer TV. Coach, on avait pas mal de joueurs d'expérience écartés dans cette sélection et aussi pas mal de jeunes talents qui ont été convoqués dans ce stage. Est-ce qu'on va voir dans la CAN des joueurs les plus compétitifs ou bien on va voir comme d'habitude les joueurs expérimentés dans la CAN d'Égypte? Merci. Les joueurs les plus compétitifs. Mais les joueurs les plus compétitifs peuvent être aussi les joueurs qui ont plus d'expérience. Ça peut être ça peut être un cumul, un mix d'expérience et de un peu moins d'expérience, mais avant tout compétitif. السلام عليكم. سيد بالماضي مباراة غامبيا راح تكون في اريحيه مقارنه بارابور لي ماتش اللي جازو تاع ليكيب ناسيونال. راح نشوفوا لا توش تاع جمال بالماضي في هذا الماتش. اسكو راح يكونوا بوكو تشونجمون في هذا الماتش ولا فو غاردي لو ميم براتيكمون لي ميم جوار اللي تعودت عليهم لي ديرني ماتش؟ قلت لكم عندنا 26 لاعبين donc normalement ils sont tous là pour pouvoir jouer. C'est le but de ce stage-là. Moi, ce que j'aime bien dans cette confrontation contre la Gambie, c'est que c'est une confrontation. Il y a une équipe gambienne qui va arriver ici avec la possibilité de participer à cette CAN. Donc, ils vont arriver avec un maximum de motivation, avec tous leurs joueurs entre guillemets professionnels ou ceux qui jouent dans les championnats autres que celui de la Gambie. Donc, ils jouent la plupart. Il y en a beaucoup qui jouent en Europe, en Italie notamment. Donc ils vont arriver avec la meilleure équipe possible et avec dans les dispositions mentales voilà, les plus élevées ou avec le plus d'envie de gagner ce match-là, tout en sachant que nous, on n'a pas besoin nécessairement de gagner ce match-là. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vont penser. Donc pour moi, l'équipe que je vais aligner contre la Gambie, j'ai envie de tirer des enseignements de ce match-là. Si l'équipe qui allait arriver était une équipe déjà éliminée, on est quasi certain qu'ils seraient venus avec une équipe bis. Et s'ils étaient venus avec une équipe bis, voilà, le jugement que j'aurais eu des joueurs qui vont jouer contre la Gambie serait peut-être biaisé, serait peut-être pas le meilleur jugement possible. Donc ce match ils ont tout l'espoir de se qualifier pour cette CAN. Ils vont venir pour jouer à fond. Donc on va avoir un vrai test. Ça va être un vrai test pour les joueurs qui vont jouer ce match-là. Je vous ai dit, il y aura deux équipes entre la Gambie et la Tunisie. Deux équipes complètement différentes. Donc un vrai gros test. C'est ce que je recherche pour ce stage. Nazim Todvar, Liberté. Bonjour coach. Les deux rencontres vont interviennent dans un contexte particulier avec les manifestations populaires. Il y aura peut-être un manque d'engouement le jour des deux rencontres. On aurait bien aimé avoir votre avis sur le sujet. Deuxième question, après les deux rencontres respectivement face à la Gambie et la Tunisie, est-ce qu'on peut dire que vous aurez déjà une idée précise sur la liste qui va représenter l'Algérie dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Merci coach. Je vais commencer par la deuxième question. Oui, je pense qu'après ces deux matchs-là, j'aurai une idée très précise
même s'il faudra attendre, et le temps sera toujours important et pris en compte, sera pris en compte par moi, sur ce que comment les joueurs peuvent évoluer dans leur championnat, performants, non performants, peut-être des blessures, il y aura un peu de tout ça, donc on va suivre jusqu'à la dernière minute, mais c'est sûr que ces 2 matchs-là seront... C'est pour ça justement que je fais venir des joueurs qui n'ont peut-être pas nécessairement joué déjà en sélection, des joueurs qu'on a envie de voir, des joueurs qu'on veut voir à ce niveau-là justement. Et donc, mais après, il y aura évidemment beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements après ces 2 matchs-là. Ça, c'est un. 2, le manque d'engouement des supporters pour ce match-là, c'est ça? Oh. Donc, c'est mon avis sur le contexte ou le manque d'engouement? Mon contexte, beaucoup plus. Non, mais votre question, on n'a pas de problème, on va y répondre. Le manque d'engouement, je ne pense pas. Je pense que tous les Algériens aiment leur équipe nationale par-dessus tout. Et l'un n'empêche pas l'autre. Surtout, le football fait partie, c'est le sport, ça fait partie d'une société aussi. On s'y épanouit, on grandit, c'est une discipline. Ce n'est pas indissociable de ce qui est en train de se passer en ce moment dans notre pays. Après, si vous voulez savoir clairement, c'est bien de poser la question clairement, je vous réponds clairement ce que je pense de cette situation. Ben moi, je pense comme tout le monde pense. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Il y a des revendications qui sont faites. Il y a une masse importante, populaire. Et moi, je voudrais aujourd'hui, avec votre question, dont je m'attendais un petit peu, vous répondre. Moi, je suis aujourd'hui très, très heureux d'une chose, c'est de voir à quel point on est capable de se mobiliser, mais tout en étant bien organisé, discipliné, et qu'on fasse les choses et voir une unité. Après, c'est tellement de monde qui sort à l'unisson comme ça qu'il faut que le peuple soit entendu, qu'il soit écouté, que les revendications soient prises en considération et qu'on fasse en sorte que les choses évoluent et changent. Mais je pense que tout le monde maintenant l'a compris ça, et que, Inch'Allah ya Rabbi, que ça va dans ce sens-là. Je voudrais juste parler de Issa Mandi. Je sais que vous suiviez de très très près tous les matchs nos internationaux. Il est en train de faire une très très bonne saison au niveau de l'axe. Il joue dans l'axe. Mais vous, en sélection, par rapport à ce qu'on a vu, vous le préférez à droite. Est-ce que ces récentes prestations vous poussent peut-être à revoir votre position ou à trouver des solutions pour que vous puissiez le replacer dans l'axe? Et juste la deuxième question, s'il vous plaît. Par rapport à Fawzi Roulam, il revient de blessure. Est-ce que pour vous, ça va être trop juste pour la CAN? Je recommence toujours par la deuxième question parce que c'est celle que je risque d'oublier. Fawzi Roulam, c'est pas moi seulement qui pense. On a été le voir à Naples au début de cette année. C'est pas moi seulement qui pense que ça va être trop juste. C'est même lui-même qui le pense que ça va être trop juste. Donc Fawzi, c'est une course contre la montre. Il n'a pas joué pendant tellement de temps. Donc il rejoue avec parcimonie. C'est pas tous les matchs où il joue une fois tous les mois, par mois, un mois et demi. Donc c'est pas l'idéal aussi pour pouvoir retrouver de l'intensité, tout ça et tout. Il faudrait qu'il joue un peu plus régulièrement. Mais c'est lui-même qui ressent ça. Et là, par exemple, il est très sérieux et a très envie de revenir au plus haut niveau. Et donc là, pour ce stage-là, il va aller dans un centre de comment dire ça, pas de rééducation parce qu'il est plus blessé, mais peut-être de réacclimatisation, de régler certains déséquilibres qu'il peut avoir ou faire en sorte qu'il soit profiter de cette date FIFA pour pouvoir revenir au meilleur niveau dans son équipe. Donc sur ce coup-là, c'est un travail que l'on fait ensemble, qu'on suit, mais il est dans la recherche de sa pleine mesure et de son niveau qui était le sien avant sa blessure. Donc il n'y a même pas, à la limite, même pas trop à réfléchir. Aujourd'hui, lui-même ne se sent pas apte à rejoindre l'équipe nationale. Première question. Mandi, Aïssa. Aïssa, c'est vrai que alors il a fait le premier match contre la Gambie au poste de latéral droit, le deuxième match contre le Bénin, donc il n'a pas joué sur le banc. Troisième match, il a joué. Ouais. Non, le deuxième match contre le Bénin, il était sur le banc. Troisième match,
il a joué latéral droit. 4e match, il était suspendu. Donc les 2 matchs où il a joué latéral droit. Avec un Mehdi Tarat et une charnière centrale qui a été quand même assez performante. Mehdi, qui on espère de revenir le plus vite possible, a été aussi très performant. Donc il y a aussi une concurrence qui s'opère là-dessus. Que ce soit Mehdi, que ce soit Jamel, que ce soit Rami, ont été assez performants. La défense, on voit qu'on est en réelle progression. On a pris 3 buts en 4 matchs. 3 buts en 4 matchs. On peut faire mieux. Mais c'est déjà un pas en avant et une progression. Après, pour parler de sa situation, donc on va rentrer un peu plus tactiquement maintenant. Aïssa fait une très très bonne saison au Betis de Séville, dans une charnière centrale à 3. Défense centrale à 3. Donc je pense que, et là vous êtes en train de me dire que est-ce que je vais réfléchir peut-être à une réorganisation pour Aïssa. C'est parce que non. Parce que Aïssa, non, je sais qu'en plus on a peut-être la possibilité, on a peut-être les joueurs pour ça. Mais après, on va rentrer dans quel est. Il y a des points forts, des points faibles. Le Betis de Séville n'est pas pour autant joue pas les premiers rôles. On peut avoir ce même système-là et puis lui se sentir peut-être bien, mais peut-être que les résultats de l'équipe ne vont pas. Donc moi, ce qui m'importe, c'est les résultats de l'équipe. Et donc, je ne peux pas faire en fonction. On a parlé de Sofiane Hani, par exemple, qui a une position un peu particulière. Et ça, je sais exactement la situation dans laquelle il est. Latéral droit, il a joué, il a été formé même carrément, peut-être latéral droit. Il a beaucoup joué quand il était à Reims, c'est ça, à Reims. Maintenant, c'est vrai qu'il a trouvé sa vitesse de croisière à ce poste-là. À ce poste-là, c'est ni latéral droit, c'est ni vraiment défenseur central dans une défense à 4. C'est vraiment le poste dans lequel il se sent le mieux. Me voir changer toute une organisation pour un joueur, c'est peut-être pas la même, c'est peut-être pas la meilleure des manières de travailler, en tout cas pas la mienne. Et ça, je sais que c'est un joueur très sérieux, qui a aussi beaucoup d'envie. Il va venir ici, il va jouer un match sur les 2 et on aura une discussion. Mais changer de système au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être pas ma préoccupation première. Maman. Vous avez évoqué les 2 matchs qui arrivent et vous avez été très clair. Vous allez faire tourner l'effectif sur les 2 matchs, le match contre la Gambie et le match contre la Tunisie. Et dans la liste que vous donnez, il y a des nouveaux joueurs qui ont fait preuve de régularité. Je pense notamment à des gars qui viennent par exemple du Parado Athletic Club, le jeune Lucif, qui a fait preuve de régularité, le milieu de terrain également, qui ont fait preuve de régularité à travers ces 2 joueurs ou d'autres que vous avez convoqués. Et dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations, vous y avez répondu, mais je voudrais insister. Est-ce que vous avez tout le temps de la réflexion? Vous avez dit, je vais voir, il risque d'avoir des blessures. Est-ce que vous comptez dans cette liste que vous allez rendre publique, dans les prochains mois où vous allez communiquer, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Je dis entre guillemets des surprises, c'est-à-dire des joueurs qu'on n'attendait pas. Mais est-ce que c'est en après les 2 matchs en rapport avec ces 2 joueurs dont vous avez parlé? Non, pas. J'ai cité ces 2 joueurs comme exemple de confirmation qui ont fait preuve de régularité. Vous leur avez ouvert les portes, vous les sélectionnez. J'ai dit, après les 2 matchs... Il y en aura d'autres, en gros. Voilà, il y en aura d'autres, ou eux également, parce qu'ils viennent pour la première fois. C'est pour ça que je parle de surprise, parce qu'il n'est pas dit. Voilà. Bon, pour parler de Hichem Boudaoui et de Lucif, c'est des joueurs, par exemple, qu'on a pris qu'on a fait jouer contre le Qatar, qui me permet aujourd'hui de les ramener maintenant. Donc voilà, on les a mis dans des conditions optimales, à savoir un match sans réel enjeu, en tout cas mathématique ou de qualification, le match du Qatar, pour pouvoir aujourd'hui compter sur eux. Je reviens tout doucement, on discute à monsieur, quand on nous avait parlé de Hichem Boudaoui. Donc, Hichem Boudaoui, vous vous rappelez? Donc voilà, pour Hichem Boudaoui, voilà maintenant voilà une configuration maintenant qui va dans son sens. Un match comme on avait fait le match contre le Togo, un match crucial, aurait été pour moi déplacé. Il a eu la possibilité de jouer ce match contre le Qatar, où on a pu voir quelque chose sans enjeu, sans rien du tout, sans même spectateur. Et aujourd'hui, le voilà dans un match d'éliminatoire de Coupe d'Afrique, mais sans enjeu aussi. Donc je trouve que c'est une progression, c'est de ça dont j'avais parlé la dernière fois, au cas où on ne s'était pas compris, une logique d'un jeune joueur avec des qualités qui peut lui permettre aujourd'hui
de prétendre à une liste des 23 à la Coupe d'Afrique. Pour revenir à la question de Ammar, eux-mêmes, ces deux joueurs-là, s'ils sont là aujourd'hui, c'est que voilà, ils ont prouvé contre le champion d'Asie, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau-là. De toute manière, une évolution, elle se fait comme ça. C'est plus on monte d'échelon. Donc, une évolution, elle se fait comme ça avec des matchs d'un plus haut niveau. Et on valide pas. Donc moi, je valide après ce match du Qatar. On va voir le niveau supérieur, que ce soit la Gambie. Je pense que la Gambie, ça sera encore un contexte difficile contre une équipe, je vous dis, qui a toutes les chances de se qualifier, avec des joueurs qui jouent dans le championnat italien, des joueurs qui ont aguerri, des équipes qui a battu, je crois, qui a battu le Bénin dernièrement avec un gros résultat. Donc déjà eux, voir avec eux déjà. Et j'espère, j'ai tout vraiment, je suis peut-être comme vous, pressé de voir un peu ce qu'ils sont capables de faire à ce niveau-là, et puis valider peut-être ou pas. Peut-être qu'ils seront prêts, peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Et puis après, je dis, on continue à suivre, on continue à voir ce qui se passe jusqu'à la CAN, jusqu'au dernier moment, on réfléchira, on analysera tous les joueurs. Ouais, déjà eux, déjà c'est déjà beaucoup. Hein. Déjà eux, on n'a pas un réservoir non plus de... Coach, il y a un président de club qui a remis en cause un peu vos choix. Yeah. Un président de club, Sylvie de la JS Saoura. Okay. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre réaction à sa dernière déclaration, si c'est possible? Je ne vais pas réagir aux déclarations d'un président de club, de Saoura ou là, de quel club qu'il soit. Je ne suis même pas au courant de sa réaction. Je ne suis pas les réactions des présidents de club, moi. Je ne la connais pas, c'est quoi ça? Qu'on n'a pas pris de joueur de Saoura? C'est ça, par exemple, j'imagine. Selon lui, il est président de club, je suis sélectionneur. Question suivante. Oui. Salam alaikum, coach. Ces derniers temps, beaucoup de sélectionneurs africains ont parlé sur les favoris de la prochaine CAN. On n'a pas évoqué le nom de l'Algérie. Que pensez-vous? On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique à l'extérieur de notre pays. On a parlé du Cameroun, peut-être du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, voilà, des équipes qui ont gagné des Coupes d'Afrique. Nous, on n'a pas gagné, donc aujourd'hui, on n'est peut-être pas favori. Ensuite, dernière Coupe d'Afrique, on est sorti au premier tour, on n'est pas favori aussi. Donc ça nous touche, ça nous fait mal. On a gagné qu'une Coupe d'Afrique avec nos générations, 4 participations à une Coupe du Monde, tout ça, et on a gagné qu'une Coupe d'Afrique. Je dis qu'une, parce qu'on connaît notre passé glorieux, et les joueurs qui ont composé toutes ces équipes nationales. On a gagné qu'une Coupe d'Afrique à domicile en 90. Donc on peut être touché dans notre orgueil. D'ailleurs, on peut travailler là-dessus aussi. Mais en même temps, c'est juste... si on se place, on est un petit peu objectif, on peut un petit peu le comprendre. On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays. Donc c'est les statistiques qui parlent. Mais nous, on y va pour essayer de défrayer, ou de faire en sorte de casser ce genre d'analyse de coach et faire en sorte que dans l'avenir, on existe et qu'on soit pris en considération ou qu'on soit parmi les favoris. Voilà pourquoi on ira en Coupe d'Afrique. Encore deux questions et on termine la conférence, Mehdi. Coach, d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui, il y a des postes où vous avez des certitudes, on va dire, il y a des joueurs sur lesquels des certitudes, comme en attaque, il y a des postes comme, on va dire, par exemple Attal, par exemple Bounjah. En défense, vous avez la défection de Taharat qui vous perturbe, j'imagine, un peu. Mais il y a, au milieu, c'est vraiment un endroit où on a l'impression qu'il y a un vrai chantier. C'est-à-dire que vous avez essayé, par exemple, Ferroli en relayeur lors les dernières fois. Ça a pas mal marché. Je ne sais pas si ça a marché ou non. Non, c'est moi qui le dis. D'accord. Donc, vous avez appelé beaucoup de joueurs justement dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment un secteur où vous cherchez des choses. C'est vrai que la défection de Chita pose problème, parce qu'il pose problème, dans le sens où il a joué 2 matchs,
Je parle du match du Qatar aussi, où il a montré de réelles dispositions à pouvoir occuper cette pose de sentinelle si on joue dans un système comme ça. Donc il y a eu une réflexion et trouver d'autres solutions. Après, il y a d'autres joueurs justement que j'ai envie de voir. On a envie de voir Victor Lekhal. On a beaucoup suivi cette année ce qu'il était capable de faire. C'est un joueur sur lequel j'ai des motifs de penser qu'il puisse être une belle surprise pour notre équipe nationale. En plus, il est jeune, donc ça sera à lui de le montrer. À ce niveau, on va voir. Il y a quand même un point d'interrogation. Maintenant, moi, j'ai des motifs de penser qu'il est capable de s'imposer à ce poste-là. Il y a j'allais dire le petit Hicham, il est plus petit. C'est un joueur maintenant qu'on doit considérer. Hicham qui fait une très bonne saison, qui, je sais, qui est demandé par des clubs français réellement, concrètement, je veux dire, qui a fait ce belle partie contre le Qatar avec les joueurs. Je les connais, un milieu de terrain assez solide de cette équipe de Qatar, et il a vraiment émergé. On a envie de le voir aussi. Il y a Safir Taider, à qui j'ai envie de voir, et de le voir et surtout de le revoir à un niveau qui était le sien il y a un certain temps en équipe nationale, où il était un joueur indispensable, où il est indispensable dans son club. J'ai envie de le revoir à ce niveau-là. Donc c'est un joueur qui est performant en club. Je veux qu'il soit performant en équipe nationale, donc on va le revoir aussi. Voilà, il y a le petit Ismaël Benasser joué. Je sais qu'il ne jouera pas à la position qu'il joue en Poli. C'est pas là où je le vois moi. Donc voilà, il sera aussi un joueur sur lequel il y aura des découvertes là-dessus. Il y aura des enseignements à tirer sur tous ces nouveaux joueurs. Encore une question, Mammar ou... Plusieurs Coupes du Monde, on annonce XXL avec 48 nations. Qu'est-ce que vous dites? Au Qatar? Au Qatar, oui. Ça se présente, on y va à grands pas. À la Coupe d'Asie, pour la première fois, ils ont aussi augmenté le nombre. Pour cette première CAN, pour cette CAN aussi, ils vont pour la première fois augmenter le nombre. Donc j'ai l'impression que ça va dans le même sens pour cette Coupe du Monde. Ça peut être un avantage, ça peut être un... Il y avait c'est un peu ça, parce que par exemple en Coupe d'Asie, on a vu des équipes qui étaient vraiment à la rue, qui ne méritaient pas quand même d'être dans une compétition prestigieuse qui est le championnat d'Asie. On verra pour cette Coupe d'Afrique comment ça sera, et après voilà, normalement il y a des enseignements à tirer de deux compétitions comme ça internationales. Mais c'est vrai que le charme d'une Coupe du Monde, c'est les meilleurs qui y vont, et peut-être pas. Là, il y a d'autres. On recherche d'autres choses que la compétitivité en augmentant le nombre de pays, mais j'ai déjà suffisamment de travail à faire avec mon équipe. On ne va pas chercher à savoir ce que fait la FIFA. On en reparlera plus tard. Dernière question, Dylan. Coach, concernant le match de la Tunisie, on a toujours eu des complications face à cette sélection. Est-ce que vous allez demander à vos joueurs de gagner ce match? Ben déjà, je vais leur demander de gagner le match d'entraînement demain. On va faire un match d'entraînement, gagner le match. Donc, contre la Tunisie quand même. Je dis non, mais chaque match dans lequel on participe, on ne demande pas de gagner le match. On dit que c'est impératif, on dit qu'il faut absolument gagner. Bien sûr. C'est bon, il y a qui attend sa réponse. Qui? Asma. Fais une faveur. Ouais. On va voir un... Hein? Ok. Alors. Il y en a deux. Et commence ensuite. صباح الخير كوتش حمزه حسناوي جورنال النهار كوتش بعد الفوز منتخب محلي في المباراة الأخيرة على قطر كاين البعض اللي يقلل من قيمة هذا الفوز ومن بعد في الأخير شفنا باللي قطر توجت بطل آسيا واش تقدر تقول لنا أنت على هذا الشيء؟ Non, mais des fois, c'est soit la méconnaissance de ce qui se fait ailleurs, qu'il se passe quelque chose. Ailleurs qu'en Algérie, il se passe quelque chose. Il y a des équipes qui montent, il y a des continents qui montent. Peut-être que les pays du Golfe, il y a 20 ans, ce n'est pas les pays du Golfe d'aujourd'hui. On a vu l'Arabie Saoudite battre l'Algérie juste avant leur Coupe du Monde, avec une équipe B de l'Arabie Saoudite. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Il faut
faut pas avoir honte et faut être objectif. En gros, faut être objectif et il faut arrêter d'avoir des discours populaires. Parce que j'entends des gens dire ces nations-là, disant que c'est pas des équipes. Non, c'est des équipes. Ils évoluent, ils travaillent. Moi, je suis pas surpris de ce qui se passe, de la victoire du Qatar en Coupe d'Asie. Ils ont battu Japonais mondialistes, ils ont battu Coréens mondialistes. Voilà, donc à un moment donné, c'est des références, donc il faut prendre ça en considération. Et nous, avec cette équipe-là de joueurs qui m'a donné vraiment beaucoup de plaisir en tant qu'entraîneur, parce que j'ai vu vraiment des joueurs qui avaient envie vraiment de... Ils savaient, en tout cas c'était le discours, ils savaient que ils jouaient quelque part, ce que je disais, validé pour aller à l'échelon supérieur, à savoir c'était l'équipe A, mais c'était une équipe A hors date FIFA, donc vous considérez que des joueurs qui évoluaient dans le pays, à part Bardad et Youssef. Ils ont compris qu'ils jouaient quelque part leur chance. C'est pas terminé, parce que je peux pas prendre toute cette équipe, mais ils ont un avenir, c'était des jeunes joueurs. Donc, mais ils ont compris qu'ils jouaient pour participer à cette CAN. Hichem est là aujourd'hui, Ben Khamassa est là aujourd'hui, Loussif est là aujourd'hui, Naïdjim, il n'avait pas joué. Il était blessé là-bas, il s'était blessé au Qatar, donc ils sont là aujourd'hui, avec quelques joueurs comme ça. Donc Blaili qui confirme. Blaili, c'était que son deuxième match depuis son retour, donc il confirme. Bardad qui confirme. Voilà, Zerba qui a fait un bon match aussi. Donc c'était une bonne étape pour arriver aujourd'hui. C'était un match référence. Le Qatar, c'était un match référence. Et l'avenir d'après ce match-là nous a montré que c'était une équipe qu'on prend en considération en gagnant le championnat d'Asie. Coach, il y aura bientôt, après cette dernière journée des éliminatoires, le tirage au sort. Est-ce qu'il y a eu des équipes ou des sélections que vous aimeriez éviter lors du premier tour, notamment le pays organisateur, sachant un peu l'intensité des matchs entre l'Algérie et l'Égypte pour y avoir joué? Je pense que de chercher à... Déjà, on peut, en voulant éviter ou en espérant jouer contre une équipe, ça ne va rien changer, ce qu'on a envie de faire. Ça ne va absolument rien changer, ça ne va pas modifier le Coran, c'est ça? Ça ne va rien modifier. Et moi, je pense que voilà, il faut accorder beaucoup plus d'énergie et tout ça au travail de ce que nous, on est en train de faire, de notre équipe, se concentrer vraiment sur notre travail. Et puis, pour aller loin dans une compétition, on ne choisit pas. Tout ce qui vient en face, on doit rivaliser avec les meilleurs. On doit aller jouer contre les meilleurs et pour envisager d'obtenir le meilleur des résultats. Donc, à la limite, c'est pas une réflexion que j'ai. On connaît toutes les grosses nations. On sait aujourd'hui le Sénégal, par exemple, si on analyse le Sénégal, c'est peut-être pour moi l'équipe la plus compétitive. Tellement de joueurs de qualité qui jouent dans des grands clubs, qui sont performants et tout ça. Donc, à la limite, il ne faut pas choisir. Il faut même pas. Je m'impose même pas cette réflexion-là. J'aurai le groupe on aura le groupe qu'on aura et on ira bagarrer. Batailler avec toutes ces équipes-là et faire en sorte d'obtenir le meilleur résultat possible. Très bien. Donc, on demande la question de Kamal pour... Question... réponse tant attendue, j'imagine, sur un épisode qui a été comment dire, c'était comme une série télé du quotidien. Koulium, il y avait Kemal Moulsalsel. Tous les jours, il y avait un l'épisode à voir, sur une seule déclaration. Par rapport à ta question, Kamel, tu m'avais posé là-bas au Qatar, où tu m'avais dit Awar, qu'est-ce que c'est la seule fois où je parlais de ce genre-là. Comme je parle de tout, on m'a posé la question sur un bon joueur algérien qui évolue à Lyon, jusqu'à ce moment-là, un titulaire indiscutable, il l'est moins en ce moment, qui est jeune et qui a la possibilité de nous rejoindre. Et j'ai dit évidemment qu'on est intéressé. Je suis dans la ligne même de ce que j'avais dit lors de ma première conférence de presse. N'importe quel Algérien bon qui est capable de rendre service à l'équipe nationale, on est intéressé, on le sélectionne quand on peut le sélectionner. Pour sa situation à lui, elle est un petit peu particulière, c'est qu'il joue déjà dans une équipe de France, olympique. Et je veux faire une petite différence avec ce qu'on a pu avoir dans le passé. On a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par des équipes de France.
on va pas tous les citer, mais il y en a eu plein, Megni, les Antar, et tout le monde, beaucoup de joueurs qui sont passés par les équipes de France. Mais au moment où on les a récupérés, ils n'étaient plus en équipe de France. Il n'y a plus un joueur qui est en équipe de France qui a eu la lourde, on va dire, décision de choisir, alors même qu'ils jouent en équipe de France. Il n'y en a pas comme ça. Ils ont tous terminé leur sélection, et dès qu'ils ont terminé, et qu'ils étaient entre maintenant, ils étaient plus olympiques, ou ils étaient plus, je sais pas, moins de 20 ans ou quoi, on les a appelés, ils sont venus. Donc la réflexion était moindre, et c'était un peu moins difficile. Là, il se trouve que pour Oussem, il est dans... La question, c'était, est-ce que j'ai été le voir là-bas? Mais j'ai obligé de développer un peu plus. Je vais en arriver à là, évidemment. Donc, Oussem est dans un club comme Lyon, où on a eu un cas déjà avec Nabil Fekir, avec un club, avec un président omniprésent et qui a de l'impact dans les décisions, sur ce genre de décisions. On peut comprendre que ça peut mettre un peu de pression à un joueur qui joue déjà en équipe de France. Donc, moi, j'ai répondu une seule fois, et ce qui me surprend, c'est que tous les jours, il y a un papier sur lui, tous les jours, il y a des étapes sur lui. Et là, je suis obligé, par les temps qui courent, quand on voit qu'on ne supporte plus, je pense que plus personne ne supporte le mensonge, plus personne ne supporte la désinformation ou l'information mensongère. On appelle un chat un chat. Il est important maintenant d'en terminer avec ça. Donc moi, j'ai répondu à ta question une fois. Elle a été diffusée, l'émission a été diffusée. Je n'ai plus jamais parlé de Oussem avec qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est cette multiplication des chaînes privées. À la limite, moi, j'ai rien contre. Mais ça me fait penser un petit peu à une rue où il y aurait plusieurs, par exemple, nous on aime beaucoup le pain, beaucoup de boulangeries. Okay, et dans la même rue, il y a plus, je sais pas, une dizaine de boulangeries, et chaque boulanger veut vendre son pain. Donc il a besoin de faire quelque chose de différent de la boulangerie du voisin. Donc soit il baisse les prix, soit je sais pas, soit la qualité du pain, j'en sais rien. Bref, il s'essaie de trouver une solution pour pouvoir vendre son pain. Eh ben, ces chaînes privées, le problème c'est quoi? C'est que tous les jours, il faut qu'ils inventent du mensonge, inventer des situations pour faire du buzz et pour faire la différence entre eux et la chaîne du voisin et tout et tout. Ce qui est pour moi, c'est ça où j'appelle c'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est mentir. Ces émissions sont faites pour qui? Finalement, si on se pose la question, sont faites pour le peuple. C'est le peuple qui regarde, ok? C'est en tous les cas les passionnés du football. C'est pas tout le peuple, je dirais, mais tous ces passionnés du football, ils sont nombreux. Donc quand on leur dit ça, c'est ça l'audience qu'ils ont en face d'eux. Quand ils s'expriment à tous ces gens-là qui écoutent et qui veulent savoir un peu ce qui se passe avec leur football. Le football appartient au peuple. Donc je pense qu'on leur doit de leur donner les vraies informations. Déjà, on leur dit pas tous les jours le cas Aouar. Il n'y a pas de cas Aouar. Il y a une fois un sélectionneur qui a dit qui est intéressé par ce joueur-là, comme tous les bons joueurs algériens. Comme tous les bons joueurs, d'ailleurs, j'ai déjà dit que j'étais intéressé par tel autre joueur. Tant qu'il est algérien et qu'il est bon, c'est tout. Alors maintenant, par rapport à ça, j'ai entendu un journaliste, on m'a appelé, on m'a dit regarde ce qu'il est en train de dire, parce que même ces personnes qui me l'ont dit, ils étaient surpris, que je serais allé voir le Oussem avec le président de la fédération, et qu'on a été le voir et qui nous a dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi je vais aller faire mon championnat d'Europe d'abord. Après, je vais réfléchir et peut-être je réfléchirai à venir en équipe nationale. Donc ça fait beaucoup d'attentes. Hein. Ça fait une liste d'attente énorme. Hein. Il nous a mis, en gros, il nous aurait mis sur liste d'attente, nous, mais pas moi, Djamel Belmadi, en tant que chasse, en tant que sélectionneur, donc représentant de mon pays. Donc ce serait mon pays qui l'aurait mis en liste d'attente. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, est-ce que ça c'est tout simplement imaginable une seconde que d'aller voir un joueur et qui me dit, qui me raconte ce qu'il me raconte. Donc ça c'est et quand on dit quand ce consultant là, ou je sais pas comment l'appeler maintenant, parce que c'est quand même toujours les mêmes qui reviennent et qui dit Rasmiya 3 fois, Rasmiya au peuple, il ne me dit pas à moi,
il ne le dit pas à ses collègues, il est en train de le dire au peuple. Rasmia, 3 fois, le président est parti avec l'entraîneur, rencontré Aouar et blablabla, blablabla, et que c'est 100% mensonge, ça n'a jamais existé, absolument jamais existé, ni sur le fond, ni sur la forme, ni rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Que penser de ces émissions-là? Que penser mentir comme ça directement? Je dis par les temps qui courent. Ils peuvent quand même nous laisser le football un petit peu avec un minimum de propreté et respecter un petit peu le téléspectateur ou le chab. Parce que ça, c'est mensonge à 100%. Je vais aller un petit peu plus loin. La personne qui dit Rasmia 3 fois et qui dit truc, lui-même, il sait qu'il ment, puisque ça n'a jamais existé. Donc, il sait qu'il ment pour dire Rasmia 3 fois. Quand il dit ça, vous médias, vous savez qu'avant cette émission-là, il y a déjà une petite réunion d'avant-émission. Donc, voilà de quoi on va parler, voilà des sujets qu'on va traiter, et voilà ce qu'on va dire. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà comment ça se passe. Donc, on sort un énorme mensonge, et de là, on attend une réaction des gens qui sont sur le plateau. Alors qu'il y a celui-là, quand on lui dit ça, qui a envie de tomber à la renverse, qui est stupéfait, comment c'est possible, et comment, pourquoi, on envoie un mensonge, il y a une réaction pour qu'il y a toute une... Donc c'est là que je dis qu'il y a une malhonnêteté, c'est qu'on essaye d'orienter le chat, parce que regardez, si je dis à n'importe quelle personne qui est ici dans cette salle, avec des Algériens ici, 100% d'Algériens normalement, par mon staff, mais 100% d'Algériens ici, et qu'on vous donne cette situation. Un joueur, on l'a contacté et nous a mis en liste d'attente. Nous, Algériens, nous a mis en liste d'attente. Quelle va être votre réaction là? Zafouga. Alors imaginez-vous Chab qui regarde cette émission. Donc ça, si c'est pas recherché, si c'est pas cette réaction qu'on recherche, c'est quoi? Puisque c'est un mensonge à 100%. Donc regardez la démarche qu'il y a derrière, si elle n'est pas malhonnête et en voulant mettre comme ça les gens sous pression. C'est tout juste si nous n'avez pas dit que, je sais pas comment, que l'entraîneur, ça veut dire on n'a pas d'amour propre pour notre pays, on a voilà. Donc après on me parle, moi je vais aller encore plus loin dans votre truc. On me dit Maxime Lopez, parce que c'est la même personne qui parle de Maxime Lopez. Demandez à mon staff si un jour je leur ai parlé de Maxime Lopez. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là, il joue à l'OM, il est jeune, c'est pas facile, j'y ai joué, c'est tout à son crédit, il n'y a pas de problème. Lui-même est parti dire sur la presse française, regardez jusqu'où il est parti dire sur la presse française, non, Jamel m'a jamais contacté, ni moi ni mon entourage, le sélectionneur ne m'a jamais contacté, mais par contre s'il me contacte, comme eux ils sont en train de dire, la même personne, il a contacté Zid, Rasmia, il a contacté l'entourage de Maxime Lopez. Mais c'est le sélectionneur, mais chien, le sélectionneur. C'est peut-être lui, il se rêve en sélectionneur, et c'est peut-être lui qui a contacté l'entourage. C'est pas moi. C'est peut-être lui qui a été voir Aouar avec je sais qui, c'était pas moi en tous les cas. Donc, quand il dit qu'on a contacté Maxime Lopez, j'en ai même jamais parlé. Ni à mon staff, ni à... Donc, voilà, une fois de plus, comment, mais ça c'est plus support, ça c'est plus moi vous savez je suis pas là pour être dans la surmédiatisation. Vous voyez nos dernières conférences de presse c'était je crois pour le Qatar où ça fait il y a 3-4 mois entre temps parce que je suis là pour travailler et avant tout ramener des résultats et faire le maximum pour ça. J'ai pas envie d'être là comme ça omniprésent dans tous les médias, mais ça veut pas dire que parce qu'on n'est pas là physiquement qu'on n'est pas tous les jours en train de parler qu'on suit pas ce qui se passe quand même. Donc ils pensent qu'ils peuvent passer comme ça avec des mensonges graves, parce que c'est des mensonges graves. Je ne vais pas rester sur tout ce qu'on raconte sur moi. Par exemple, le président de Saoura, je ne sais pas ce qu'il a dit, moi, parce que j'ai pas à savoir. Ça limite, ça, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça ne m'intéresse pas. Le président de Saoura, j'avais l'intention, pour parler des joueurs de Hussein D, des joueurs de Saoura, pour le match du Qatar, de prendre quelques joueurs pour aller jouer ce match du Qatar. Et il se trouve qu'ils avaient les matchs de Coupe d'Afrique à ce moment-là. C'est une parenthèse. Donc, je ne suis pas là pour tous les jours rectifier ce qu'on raconte sur moi en tant que sélectionneur ou sur moi en tant que personne, encore pire. Là, vous pouvez parler tant que vous voulez, hein, ça ne me dérange pas.
Mais en tant que sélectionneur, quand ça touche l'équipe nationale et qu'on cherche comme ça à quelque part, ils pensent qu'on suce notre pouce, qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quand vous faites des choses comme ça, vous recherchez quelque chose. Voilà. Demain, si ça se passe peut-être pas mal en Coupe d'Afrique, et ben voilà. Donc je suis pas un enfant, c'est malhonnête ce qu'ils font, c'est pas bien. Je vous dis que c'est faux, archi faux. Donc ceux qui ont dit ça, qui prennent leur disposition, que ce soit lui-même ou que ce soit les gens qui... Il y a une chaîne et il faut qu'ils respectent chaque. Très bien, merci. Merci à vous. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا جمال بالماضي في ندوته الصحفية التي تسبق